En 2010, 50 000 visons d'Amérique qui étaient élevés pour leur fourrure ont été libérés par des écologistes. Ça s'est produit dans les régions grecques de Castoria et de Kozani, et les militants pensaient bien faire. Après tout, qu'y a-t-il de plus beau que de sauver des animaux de la mort? Mais ces activistes n'avaient pas réfléchi aux conséquences de leurs actes. La plupart des animaux ont été capturés à nouveau ou retrouvés morts peu de temps après. Mais 15 000 visons ont réussi à s'adapter à la vie sauvage et ils se sont dispersés dans différentes directions. Pour quel résultat? C'est pas difficile à deviner. Mais avant, prenons un café. J'ai trouvé de nombreuses histoires intéressantes et je me dois de les partager avec vous. Voici un rappel discret de liker la vidéo si vous avez tendance à oublier de le faire. Donc, les visons se sont répandus et ils ont commencé à se reproduire, y compris dans des régions où vivaient des oiseaux et d'autres animaux menacés qui avaient déjà bien assez de problèmes. Les experts ont signalé que relâcher plus de visons pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la biodiversité et la survie des espèces vulnérables. Et, bien sûr, des activistes ont à nouveau libéré des visons. Après la première vague de 50 000, 10 000 animaux supplémentaires ont été libérés l'année suivante. Naturellement, ils ont imité leurs prédécesseurs, ils ont étendu leur territoire et ils se sont reproduits. À la question « Comment des visons d'Amérique sont arrivés en Grèce ?», je réponds « La Grèce est un des premiers producteurs européens de fourrure ». On y élève des visons pour fabriquer divers articles de luxe. Ces visons ont été importés d'Amérique du Nord dans les années 1920 pour leur fourrure. Actuellement, on trouve de tels visons dans les pays baltes, en France, en Allemagne, en Islande, en Irlande, en Pologne, en Scandinavie, en Espagne et au Royaume-Uni. Mais pas parce que les habitants de ces pays le voulaient. Ces visons ont été libérés par des humains. C'est comme ça que tout a commencé. Bien sûr, il arrive que des visons s'échappent tout seuls, ce qui est un problème supplémentaire et contribue à la croissance des populations. Par exemple, actuellement, des chercheurs étudient la possible propagation des visons d'Amérique à toute la Grèce et même aux pays voisins par le biais des réseaux fluviaux. En 2021, les habitants de Kozani ont parlé d'invasion. On peut y voir des visons tous les jours sur les balcons, dans les cours et dans les entrées d'immeubles à la recherche de nourriture. On ne peut plus ouvrir une fenêtre sans que des animaux ne pénètrent dans l'appartement. Sans parler du fait qu'ils attaquent les poules, qu'ils dévorent les œufs de caille, que certains pénètrent dans les hôpitaux, et j'en passe. Comme souvent avec les espèces invasives, les visons d'Amérique sont opportunistes. Ils mangent absolument tout et ils ont bon appétit. Animaux terrestres ou marins, les visons ne font aucune différence. Une telle voracité entraîne une concurrence accrue pour la nourriture et l'habitat avec les espèces locales. Les visons peuvent dévaster des colonies entières d'oiseaux nichant au sol, notamment d'anatidés et de poules d'eau. Reptiles et amphibiens sont également affectés. À ça s'ajoute la transmission de maladies comme la plasmocytose qui touche des espèces sauvages et domestiques importantes économiquement comme les bartavelles ou les poulets élevés en plein air. Et bien sûr, tout ça affecte la chaîne alimentaire. Si ça continue, les visons d'Amérique deviendront de véritables super vilains. Cerise sur le gâteau, ces animaux peuvent être porteurs du coronavirus et le transmettre à l'homme. Ainsi, votre animal mignon et tout doux pourrait vous infecter avec le Covid. Bon, on a fait le tour des problèmes, et ils sont nombreux. Mais comment y remédier? Comme d'habitude, quand la libération des animaux a eu lieu, personne n'a rien fait. Les chercheurs, évidemment, ont décrit l'ampleur de la catastrophe et ses conséquences possibles, mais c'est tout. La question des visons en Grèce reste largement ignorée, personne ne s'y intéresse vraiment. Ces dernières années, la situation a un peu changé, des gens ont enfin commencé à réfléchir à des méthodes pour lutter contre ce fléau. Entre autres idées, on envisage de poser des pièges sur les berges rocheuses ou densément végétalisées des rivières et des lacs situés près des élevages. Mais ce n'est que de la théorie, les gens ne paniquent pas encore, ce qui signifie que dans quelques années, ce sera devenu une véritable invasion et il sera trop tard pour l'arrêter. Pour info, au Royaume-Uni, on lutte contre les visons invasifs depuis très longtemps, mais même là-bas, on estime ne pas être en mesure de s'en débarrasser complètement.
Enfin, lorsque la Grèce décidera enfin de s'attaquer au problème des visons, il est possible que le pays opte pour une méthode moins radicale. Pas de tir ni de piège, mais des contraceptifs. En effet, il s'agit de la toute dernière méthode de contrôle de la population animale. Elle fait l'objet d'un développement actif et même de tests. Par exemple, on compte introduire un produit chimique dans la nourriture des sangliers mâles, ce qui les empêcherait de se reproduire, réduisant la population. Ainsi, les animaux occuperont moins de territoire. On développe également des mangeoires utilisables uniquement par les sangliers mâles afin de n'affecter aucune autre espèce par accident. Une approche similaire est déjà employée avec les écureuils gris invasifs au Royaume-Uni. On mélange un produit chimique à du beurre de cacahuète que l'on place dans des mangeoires et ainsi mâles et femelles deviennent stériles. Bien sûr, vous l'aurez compris, l'avantage de cette méthode est qu'elle évite les abattages. Les défenseurs des droits des animaux ne peuvent qu'apprécier. Honnêtement, je suis dubitatif face aux actions de certains écologistes qui libèrent des animaux ici et là. En 2019, par exemple, un article annonçait l'ouverture prochaine d'un aquarium dans le New Jersey. Des activistes ont immédiatement réagi en réclamant la libération des poissons et des raies qui devaient y être conservés, avec la méthode habituelle, manifestation, pancarte. Mais en général, ces aquariums n'abritent pas que des espèces locales. Par conséquent, tout animal ainsi relâché risque de déclencher une invasion. Au Brésil, par exemple, on assiste actuellement à une importante invasion de raies. Ces animaux d'eau douce endommagent le matériel de pêche, ils causent des accidents et bien sûr, ils entraînent des pertes économiques pour les pêcheurs. En Indonésie, des raies d'Amérique du Sud pourraient représenter une menace sérieuse pour les espèces locales. On en a découvert dans certains cours d'eau et c'est pas une bonne nouvelle. Comme toujours lorsqu'un animal d'ornement se retrouve dans la nature et réalise qu'il y est plutôt à l'aise. Même chose à Singapour, des raies invasives en provenance d'aquariums privés supplantent les espèces locales, elles leur font concurrence pour les ressources et de façon fort désagréable. Aux États-Unis, ces raies invasives sont déjà interdites. En faire venir de nouvelles, eh bien ce n'est certainement pas une priorité, il y a déjà bien assez de problèmes. Et les autres poissons? Prenons par exemple les têtes de serpent, on n'en a pas encore parlé. Ces poissons d'eau douce, à nageoires rayonnées, et d'autres espèces de la même famille ont été introduites en Amérique du Nord. Le premier individu a été capturé dans un étang du Maryland en 2002, il a suscité une vague de paranoïa dans tout le pays et même été à l'origine du tournage de 3 films d'horreur. Mais le problème n'est pas seulement l'aspect de ces poissons, ils mangent beaucoup sans se soucier de la taille ou du type de leur proie. Poissons, reptiles, insectes, tout fait ventre. Les espèces locales ont beaucoup de mal à survivre face à de tels prédateurs et à une telle concurrence. Et c'est pas seulement une question d'appétit, les têtes de serpent n'ont pas de prédateurs naturels dans les régions où ils se sont installés. Ils n'ont aucun ennemi et ils se reproduisent rapidement. En 2 ans, une femelle peut pondre 150 000 œufs et les 2 parents défendent férocement leur progéniture, ce qui augmente ses chances de survie. Dans l'ensemble, la situation est assez mauvaise, il y a déjà bien assez de poissons invasifs. Cependant, protéger une espèce ne signifie pas qu'il faille relâcher des animaux au hasard. Les chèvres de l'île de Middle Percy en sont un bon exemple. 12 chèvres ont été laissées là, au sud-est de la ville de Mackay, dans le nord du Queensland, par le commandant de la goélette Pearl en 1874. Ça s'est produit lors d'une expédition cartographique et le plan était simple. Laisser les chèvres pour que les marins qui feraient naufrage dans ces eaux aient de quoi se nourrir. Bref, du point de vue du commandant, c'était un acte généreux. Plus d'1 siècle plus tard, en 2011, l'île est devenue un parc national et des gens se sont inquiétés que les chèvres soient abattues en tant qu'espèce invasive. Une pétition a été créée pour que leur race soit reconnue comme une race australienne rare et ça a marché. À quelques pas de là, les dingos, qu'on ne considère pas comme une espèce distincte, ont laissé échapper un soupir, mais c'est un autre problème. L'histoire se termine mal. À l'heure actuelle, la Nouvelle-Galles du Sud compte plus de 5,8 millions de chèvres sauvages. En fait, il y en a dans tous les États et territoires, y compris dans 25 îles de la région de la Grande Barrière de Corail, et elles menacent la survie de 128 espèces végétales et animales menacées. Elles concurrencent les espèces indigènes pour la nourriture, les abris et l'eau, tout en piétinant les habitats essentiels, ce qui entraîne de l'érosion.
Et des écologistes s'inquiètent du fait qu'un troupeau de chèvres sauvages, comptant plus de 500 individus, broute la végétation de l'île de Great Keppel à tel point que, les images sont assez parlantes. Ici, il n'y a pas de chèvres, là, il y en a. Ça se passe de commentaires. Certains écologistes réclament l'élimination totale des chèvres de l'île et les comparent à des cafards car elles sont littéralement partout. Enfin, elles ne se cachent pas sous les éviers, jusqu'à maintenant. Ainsi, en novembre 2023, le gouvernement a dévoilé un plan pour s'attaquer au problème des chèvres sauvages, car il était temps de s'occuper de cette espèce invasive. Le plan comprend des méthodes inédites telles que l'emploi de nouveaux appâts, ainsi que l'utilisation de drones et de caméras thermiques pour abattre les animaux depuis les airs. Oui, depuis l'époque où on voulait protéger les chèvres au début des années 2010 et les laisser se reproduire librement, la situation est devenue incontrôlable. De nos jours, les chèvres sauvages constituent un grave problème pour l'Australie, en particulier pour la Grande Barrière de Corail. Elles perturbent la nidification des oiseaux, elles détruisent les nids et dans les montagnes bleues, elles broutent au point d'endommager les rochers fragiles. En outre, en tant qu'espèce invasive, elles propagent des maladies et elles coûtent chaque année très cher aux communautés agricoles. Un autre problème est celui de leur reproduction. Les parcs nationaux sont en train de perdre la bataille car malgré les efforts entrepris pour éliminer les chèvres, les fonds s'épuisent vite et les chèvres recommencent à se reproduire. Un cercle vicieux relie reproduction rapide des chèvres et manque de financement. Mais malgré ça, les gens ne renoncent pas. En fait, l'Australie ne ménage pas ses efforts pour lutter contre les espèces invasives. Des statistiques montrent que sur 1550 opérations d'élimination ayant eu lieu sur 1000 îles, le taux de réussite était de 88% en associant chasse, piégeage et empoisonnement. Si on laisse les chèvres en paix, elles détruiront la nature sauvage et elles deviendront aussi un danger pour l'homme. Certaines chèvres vivent au bord des routes et elles n'en ont pas peur. Bonjour le risque d'accident. En 2018, des chèvres ont envahi la ville de Castanbul, en Australie méridionale, se répandant dans les parcs et les vignobles et dévorant tout sur leur passage. Les dégâts ont été estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. La même année, en 2018, une loi de préservation du cheval sauvage de Kosciuszko a été adoptée. Ça s'est produit en Nouvelle-Galles du Sud, également en Australie. La particularité de cette loi est qu'elle donne la priorité à la protection d'animaux introduits, des chevaux, plutôt qu'à la nature sauvage du parc national. Ça a choqué les scientifiques. La loi a été vivement critiquée par de nombreuses personnalités, dont l'Académie australienne des sciences. En résumé, ce projet de loi oppose défenseurs de l'environnement et défenseurs des droits des animaux, des gens qui devraient pourtant travailler ensemble. Mais non, elle a été adoptée sans avertissement, ni consultation, ni soutien de l'opinion publique. Elle a simplement été adoptée, le tout en quelques semaines. Or, elle donne la priorité à une espèce invasive nuisible au détriment des écosystèmes fragiles du parc national. Je répète pour que ce soit bien clair, un endroit a été spécialement réservé aux espèces menacées pour empêcher leur disparition, et à cet endroit, on a brusquement décidé de protéger des chevaux invasifs. Ne vous méprenez pas, j'adore les chevaux. Les chevaux sont géniaux, mais tout ça semble injuste. Les protéger au sein du parc national de Kosciuszko, en sacrifiant les plantes et animaux locaux, n'est d'aucune utilité aux espèces menacées d'extinction. C'est particulièrement étrange quand on sait comment l'Australie traite les autres espèces invasives. Finalement, ça a eu les conséquences prévues. Cette loi protégeant les chevaux sauvages a entraîné une augmentation de leur population. Les défenseurs des animaux ont simplement suggéré d'en attraper certains pour les déplacer. Spoiler, ça n'a pas marché. Attendez, mais les chevaux ne causent pas de dégâts, me direz-vous. Ni plus ni moins que les autres animaux à sabots, répondrai-je. Il existe des preuves solides montrant que les chevaux sauvages endommagent les environnements alpins et subalpins fragiles. Le parc national de Kosciuszko fait partie des Alpes australiennes. Il est une réserve de biosphère et il appartient au patrimoine national de l'Australie. Il s'agit d'un endroit étonnant dont la nature unique n'était pas préparée à l'arrivée de ces chevaux. Ils piétinent et broutent la végétation, ils érodent les cours d'eau et ils détruisent les habitats d'espèces rares telles que la grenouille Pseudophrine pengilei et le poisson Galaxias tantangara. Pas intentionnellement bien sûr, mais quelle différence! Regardez ces photos, elles ont été prises pour montrer les dégâts que ces chevaux sauvages causent au parc.
tous ces sentiers, ces ravins, ces zones affectées par le pâturage, on ne devrait pas voir ça dans un parc national où il n'est pas censé y avoir de chevaux du tout. Car, au cas où vous l'ignoreriez, ces chevaux ne sont pas originaires d'Australie. Ils sont les descendants de chevaux domestiques amenés par les colons. En fait, il s'agit d'une histoire classique d'espèces invasives. Enfin, c'est pas seulement parce que ces chevaux sont non indigènes qu'ils doivent être éliminés. Leur impact sur l'environnement du parc est si important qu'il entraînera bientôt la disparition complète de 6 espèces animales et d'au moins 2 espèces végétales menacées. Et les chevaux ne se sentiront pas coupables. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle que j'ai apprise récemment. En juin 2024, la Cour a rejeté une autre demande des pro-chevaux. Elle a donné son feu vert à des abattages au sein du parc national. Les écologistes ont poussé un soupir de soulagement collectif. Un débat avait eu lieu au sujet de la réduction du nombre de chevaux dans le parc, car en octobre 2023, on estimait leur nombre entre 12 797 et 21 760. Il est difficile de compter précisément des chevaux sauvages, vous savez. Il a été décidé que le service des parcs nationaux devrait réduire la population à 3000 individus d'ici juin 2027. Les défenseurs des animaux ont tenté de contester cette décision, mais le tribunal s'est rangé du côté des partisans de l'abattage, et, ma foi, du côté du bon sens. Cependant, les années de débat et d'inaction ont conduit à une augmentation rapide de la population de chevaux sauvages, et le mal est déjà fait. Le problème est beaucoup plus pressant qu'auparavant, et il nécessite une action d'ampleur. Pour l'instant, ça semble être le cas. Le plan prévoit de maintenir une population de 3000 chevaux sauvages sur 32% du territoire du parc et d'éliminer tous les autres par des tirs aériens. Bien sûr, c'est très triste, mais le personnel des parcs nationaux s'acquitte de ses tâches vitales avec professionnalisme, sécurité et humanité, ce que confirment les études indépendantes. Ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, en fait c'est certainement le cas, mais un abattage effectué par des experts qualifiés est le seul moyen de réduire la population et de protéger le parc national, ainsi que les animaux et les plantes indigènes qui se font déjà rares. Vous me devez un like. À plus.